avec effectivement toute la difficulté de savoir comment est-ce qu'on fait honneur au patrimoine, même un patrimoine qui n'est pas forcément remarquable au premier regard. Et elle va nous raconter comment la relation architecte-maître d'ouvrage permet la création d'un projet de qualité. Donc, merci Sonia. Je vous laisse et je rappelle le fonctionnement pour tout le monde. À peu près 45 minutes de présentation et après, vous pourrez poser vos questions. Et en attendant, je vous remercie d'éteindre tous vos micros, ce que je vais faire de mon côté aussi, et vos caméras. Bonjour à tous. Merci Céline, merci Aude de me donner la parole pour présenter ce projet. J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, n'hésitez pas si vous m'entendez mal ou si c'est pas clair, en tout cas de m'interrompre. Donc aujourd'hui, justement, j'ai le plaisir en fait de vous présenter le projet de transformation de garage, d'un garage qui se trouve dans le 11e arrondissement, très précisément en fait avenue Parmentier, donc pas très loin justement de la mairie du 11e arrondissement. Donc un garage qui était une concession Peugeot pendant franchement je pense quasi un demi-siècle. Et donc, c'est un garage comme ce que vous voyez en fait sur ces images, un garage donc du coup qui occupe la totalité de la parcelle. Donc, c'est vraiment un monolithe de 6000 mètres carrés. Et c'est surtout en fait un immeuble et un ouvrage qui a eu plusieurs vies, qui a été vraiment en fait conçu sur plusieurs années. D'ailleurs, on le voit, en fait, il y a une première construction en 57, une surélévation en 60 et une autre surélévation en fait en 64. Donc, on voit bien que ce soit en fait dans son emprise foncière ou dans sa volumétrie, que c'est un volume finalement en fait qui a aussi beaucoup vécu, qui a vécu en fait différentes temporalités. Et en soi, en fait, pour être vraiment assez brut, nous, dans la manière comme on a vu le bâtiment, on n'y a trouvé clairement aucun intérêt architectural, patrimonial, et ni même en fait un intérêt finalement même urbain à l'échelle de l'îlot. On le voit ici, enfin voilà, on voit que c'est quand même des choses qui se sont imbriquées les uns après les autres, et c'est limite l'usage qui a fait finalement la finalité du volume. À l'époque, nous, quand on avait regardé ce site, il faut savoir qu'en fait, c'est une commande 100% privée, c'est-à-dire que c'est des propriétaires privés qui étaient du coup qui vendaient l'ouvrage, avec une pastille malgré tout d'une obligation de faire 60% de logements sociaux dans le cadre d'une transformation. Et donc, en fait, ça posait quand même assez rapidement un cadre dans lequel, finalement, nous, en tant que maître d'ouvrage de la commande privée, dans lequel, de toute façon, on devait évoluer. Donc, on est quand même sur un modèle assez spécifique parce que généralement, c'est 30% de logements sociaux ou 100% de logements sociaux. Mais c'est vrai que 60, c'était un peu un système un peu hybride où on s'est dit, bon, en fait, pour qu'on puisse sortir cette opération, il y a quand même une notion impérative dans laquelle il faut qu'on doit s'inscrire, c'est la densité. C'est-à-dire que là-dessus, c'est pas tout de dire il y a un bâtiment qu'on récupère, qu'on va démolir et qu'on construit. Là, il y a un véritable modèle économique dans lequel, en fait, si on ne rentre pas dans la densité attendue, en fait, le projet ne sort pas. Donc, parce que justement, il y avait cette obligation des 60% de logements sociaux sur lequel, en fait, on avait quand même, malgré tout, des codes bloqués. Donc, partons de ce constat-là. Donc, une commande privée, un vendeur privé, une obligation de logements sociaux. On a tourné finalement un tableau Excel. Hein. Enfin, à un moment donné, on reste très pragmatique là-dessus. Et en fait, on arrivait à un constat, c'est que pour que le modèle puisse tourner, il y a malgré tout une densité de 4300 mètres carrés minimum de surface de plancher à atteindre, avec malgré tout un coût de travaux qu'il ne fallait pas non plus exploser parce que finalement, en fait, les indicateurs économiques étaient quand même toujours les mêmes. Et puis, il ne fallait pas qu'on oublie qu'à un moment donné, on est là pour transformer, ou en tout cas pour créer du logement.
Et malgré tout, nous, en tant qu'acteurs de l'immobilier, c'était impératif pour nous qu'on garde les fondamentaux qu'est un logement, c'est-à-dire en gros des logements traversants, double orientation, bien sûr en fait la qualité de la lumière, la luminosité, c'est-à-dire en fait ce ne serait pas au détriment en tout cas de la qualité des logements. Et en fait, pour tout vous dire, en fait, on s'est vraiment retrouvé dans la situation où on a fait très rapidement une étude de faisabilité et en fait, en tenant compte d'une démolition construction neuve, on arrivait franchement à peine à 2200 mètres carrés de surface de plancher. Et c'est de là, en fait, que c'est un peu imposé à nous le sujet de se dire, finalement, les mètres carrés, ils existent. Est-ce qu'on ne va pas pouvoir finalement travailler avec les mètres carrés qui existent au lieu d'aller vraiment se casser la tête à aller les chercher et aller les créer, sachant qu'en fait, même en allant les créer, en fait, on n'allait pas arriver à trouver notre réponse. Et donc, on a changé complètement notre prisme et notre regard sur l'ouvrage. Et on s'est dit, c'est là en fait qu'on s'est dit, ça va être intéressant d'organiser un concours d'architecture parce qu'en fait, finalement, on n'avait aucune obligation de le faire. On s'est rapproché de la ville de Paris pour s'assurer que finalement, sur la densité qu'on souhaitait aussi, en fait, ils partageaient aussi la même volonté de densité, parce que c'est pas rien de dire on crée de la densité sur cette échelle de ville. Et en fait, on s'est dit, on va commencer à regarder le bâtiment plutôt avec quelles sont ses valeurs intrinsèques. Donc, on a fait aussi tout un diagnostic sur la structure existante, sur la façade. Finalement, est-ce que la façade, finalement, est-ce qu'elle n'a pas un intérêt? Est-ce qu'elle n'a pas un attrait? Est-ce qu'elle ne peut pas aussi, finalement, être resublimée et avoir, en fait, une deuxième façon d'exister? Et donc, on a organisé, justement, un concours d'architecture en demandant à ce qu'il y ait une équipe de maîtrise d'œuvre, pas juste architecte, mais pour nous, c'était important de dire architecte et aussi bureau d'études pour s'assurer qu'en tout cas, les réponses qui allaient être proposées, ça allait être aussi des réponses où il y avait une faisabilité technique. Et clairement, on a laissé carte blanche en disant, si vous voulez faire de la construction neuve, si vous voulez faire de la démolition partielle, si vous voulez faire de la restructuration, du coup, vous gardez le maximum. Donc, on n'a vraiment donné aucune indication. La seule indication qu'on a donnée, on a dit, voilà, c'est tant de densité attendue, il y a tant de typologie, et voilà, en fait, la qualité des logements qu'on attend. Et à partir de là, en fait, voilà, vous avez carte blanche, vous proposez ce que vous voulez. Et franchement, on a eu, pour tout vous dire, 4 réponses radicalement différentes. Il n'y en avait pas une, en fait, finalement, qui ressemblait à l'autre. Il y en avait qui démolissaient quasi 80%, il y en avait finalement qui gardaient une grosse partie de l'ouvrage, il y en avait qui finalement ils gardaient le bâtiment à l'avant, mais ils démolissaient une partie à l'arrière. Bon. Du coup, en fait, il y avait énormément on va dire, d'hypothèses. Et puis finalement, en fait, on a retenu le projet de l'atelier Techie parce qu'on a considéré en fait qu'il répondait à toute la commande, c'est-à-dire en fait, il gardait toute la structure existante. Donc ça, on voit bien, là c'est le bâtiment existant, mais en fait avec des structures qui sont malgré tout, qui existent aujourd'hui. On voit en fait le tracé des poutres, l'emprise en fait des poteaux. Et en fait, on a trouvé ça assez ingénieux de se dire finalement, on garde le squelette, on vient éventrer, on va dire, au droit des rampes pour recréer du linéaire des façades. On recrée en fait une sorte de patio intérieur qui va venir dans la continuité du jardin qui est de la copropriété à côté. Et finalement, voilà, on recrée un linéaire tout en s'adaptant finalement aux structures existantes. Et surtout, en fait, la façade qui donne sur l'avenue Parmentier devient vraiment limite en fait un outil aussi de jardin d'hiver en fait pour faire vraiment tampon par rapport à l'avenue Parmentier en fait qui est extrêmement nuisible en fait en termes de sonore. Et donc, en fait, tout en, bien évidemment, garantissant toutes les typologies qu'on avait demandées et surtout, en fait, une qualité de logement parce que pour nous, c'était impératif de garder cette notion-là. Donc, pour nous, en fait, on s'est dit finalement, la restructuration, elle n'a pas été une réponse parmi tant d'autres, mais elle a été clairement la réponse à notre problématique à nous, c'est-à-dire une réponse d'ordre économique, comment pouvoir acheter un immeuble aujourd'hui qui a un coût, bien évidemment dans Paris, qui est assez significatif, tout en respectant finalement aussi finalement une offre de logement qualitatif, parce que le but c'était de se dire on ne va pas non plus créer des logements complètement inhabitables. Et à ça, en fait, c'était de dire la restructuration, oui, mais par contre, en fait, avec une surélévation
avec une surélévation qui permettait malgré tout en fait de garantir aussi une densité pour atteindre les fameux 4300 mètres carrés qu'on attendait au départ. Et donc voilà, donc en fait là on le voit de manière relativement claire, hein, c'est-à-dire ça c'est vraiment l'emprise existante avec ce que c'était finalement la structure de manière assez, je veux dire assez basique et assez en fait assez stratégique en fait. Du coup finalement à parking les choses sont assez orthonomées, sont assez claires et en fait finalement la restructuration qui venait finalement complètement se fondre dans cette structure existante et finalement on a l'impression c'est comme si la réponse c'était une évidence, c'est-à-dire c'est comme si c'était facile de se dire finalement on passe de l'un à l'autre tellement finalement les choses avaient l'air de s'imbriquer naturellement. Et donc, pour revenir à ce que je disais sur la question de la surélévation, donc voilà, c'était aussi, la réponse, elle avait pour nous énormément de sens parce qu'au final, on ne démolissait pas tant que ça. Donc, on gardait un maximum, en fait, de la matière existante. Et surtout, en fait, on venait surélever, donc finalement, tout en respectant un gabarit qui allait dans la continuité finalement de l'ouvrage tel qu'il était et surtout en fait en respectant une forme de tronc bâti sur l'avenue Parmentier qui venait pas totalement en fait se dire voilà on fait aussi la révolution avec le bâtiment existant. Donc il y avait vraiment cette volonté aussi de venir sublimer qui existait et de venir, quand on parle de recyclage urbain et redonner vie à un bâtiment qui a eu aussi son histoire, qui a eu voilà en fait toutes ces étapes de vie. Pour nous, on trouvait que la réponse était vraiment parfaitement adaptée. Donc ça répondait à la question de la densité, ça répondait à la question de finalement de l'impact carbone qu'on pouvait avoir sur un ouvrage donc, en maintenant justement les structures existantes. Et puis en plus de ça, en fait, on considérait que finalement, on redonnait un nouveau souffle à un bâtiment qui a eu son histoire, et en fait, on venait finalement rendre hommage à une forme d'héritage de l'histoire de ce bâtiment. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a retenu une équipe de maîtrise d'œuvre, donc Atelier Techie, et avec le bureau d'études CET. Et donc, au fur et à mesure, on est arrivé à une phase, d'ailleurs, pour préciser, le concours, ça a été un concours sur la base d'un APS. Parce que pour nous, en fait, il était impératif de se dire, si on retient un projet, dans lequel, en fait, on a associé la ville de Paris dans le cadre du choix, il fallait qu'on soit sûr que ce soit un projet, comme je disais au début, en fait, où techniquement, ils tiennent ses promesses. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a voulu une équipe de maîtrise d'œuvre dès le départ, en fait, identifiée, pour qu'on ne se dise pas, en fait, on part sur une réponse et finalement se rendre compte que 6 mois après ou 1 an après, finalement, en fait, c'est des réponses qui, où on se heurte à une faisabilité, une infaisabilité technique. Donc du coup, c'était important pour nous, et ça aussi, c'est un des apprentissages qu'on a fait via ce projet-là, c'était de dire, c'était impératif pour nous qu'on fasse notre propre diagnostic aussi à nous en tant que maître d'ouvrage, pour pouvoir se dire, on prend peut-être le temps de choisir la bonne équipe sur un délai plus important jusqu'à une phase APS. On a laissé le temps aux équipes de faire le projet, hein, c'est-à-dire on ne leur a pas dit bon ben voilà on vous donne la commande, au bout de 3 semaines en fait on veut une esquisse et puis on va vite. On s'est dit on préfère qu'ils prennent le temps en fait finalement d'apporter toutes les réponses. Ils nous ont demandé des diagnostics complémentaires qu'on a fait. On a fait des relevés de géomètre complémentaires, c'est-à-dire on s'est vraiment assuré que les 4 équipes de maîtrise d'œuvre avaient vraiment pris en compte, en plus voilà, on est sur des ouvrages existants, tous les aléas possibles, et qu'on ne vienne pas en fait au bout de quelques temps se dire ah bah ça on l'avait pas vu, ça on n'avait pas anticipé et tout. On sait qu'on est sur l'existant, on sait que malgré tout en fait voilà l'intuitif ne sert pas uniquement en fait, il faut vraiment s'assurer qu'en tout cas on a vraiment tout balisé. Et donc, en fait, une fois que l'équipe de maîtrise d'œuvre elle a été désignée, on l'a désignée, comme je disais, en fait, en concertation avec la ville de Paris, parce que pour nous, c'était impératif que, forcément, étant en phase APS, on était quasi sur une phase, finalement, qui était limite un projet de permis, hein, c'est-à-dire avec une image, avec des intentions qui sont clairement identifiées. On a associé la ville pour que, voilà, à un moment donné, c'est concerté, on a vraiment pensé le projet ensemble, co-construit un peu le projet ensemble sur la programmation, et pour que du coup le permis soit déposé, soit instruit réellement en fait sur la base
malgré tout, en fait, d'analyse de PLU, parce qu'en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, certes, le PLU a évolué, mais à l'époque où on avait déposé le permis, enfin, le PLU de la ville de Paris, il était quand même très, très pensé construction neuve, hein. Donc, du coup, nous, là, on a quand même travaillé aussi sur des interprétations d'articles du PLU, sur lequel, voilà, on voulait être sûr que l'instruction, en fait, allait dans ce sens-là et qu'on ne soit pas, en fait, vraiment dans des problématiques d'interprétation. Parce que, voilà, par exemple, si je reviens là-dessus, si vous voulez, en fait, là, on n'est pas forcément en fait sur les distances de la construction neuve en fait qui est admise par la ville de Paris à l'époque du PLU en fait. Donc voilà, normalement c'est 6 mètres par rapport aux voisins. Là, on n'était pas à 6 mètres, mais vu que c'était de l'existant, donc en fait, voilà, il y a des systèmes d'interprétation qui font qu'à un moment donné, en fait, il faut vraiment qu'on soit sûr que l'instructeur soit vraiment dans la même logique. Et donc, du coup, donc voilà, donc c'était important pour nous, en tout cas, qu'on soit sûr que la lecture aujourd'hui du projet qu'on imaginait dans le cadre de la restructuration de l'eau, ça soit la même lecture en fait que l'instructeur, parce que comme je vous disais, en fait, il y avait un peu des vides et même des sujets d'interprétation enfin, voilà, sur lesquels nous-mêmes, en fait, on avait des doutes. D'ailleurs, pour ça, pareil, parmi l'apprentissage, on s'est quand même fait accompagner d'avocats avant le dépôt du permis pour être sûr qu'en tout cas, il y ait une sorte d'audit juridique pour voilà, déposer un permis et qu'il soit vraiment nickel chrome sur tous les aspects, en tout cas, juridiques conformément au PLU. Et qu'on ne risque pas voilà, d'avoir un recours qui nous dise qu'à un moment donné, en fait, il y a un sujet d'interprétation du PLU et donc, en fait, se faire complètement avoir sur ce recours. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des recours, ça, j'en parlerai après. Et donc voilà, donc en fait, par la suite, on a continué, on va dire, une opération classique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on dépose le permis, il y a bien évidemment le temps de l'instruction. Du coup, avec toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc on avance sur comme d'habitude, en fait, les phases pro-DCE et on consulte des entreprises. Donc, on a fait pareil, le choix en concertation avec la maîtrise d'œuvre de partir plutôt sur une entreprise générale. Parce qu'en fait, on s'est dit, il y a quand même énormément de sujets, d'aléas, d'à-coups qu'on ne peut pas malgré tout anticiper. Et donc, en fait, on a vraiment fait le choix de partir sur une EG, malgré que c'était, enfin, c'est un coût, hein, enfin, il faut se le dire. Mais pour nous, en fait, c'était une illusion d'optique de se dire, en fait, c'est un coût et en fait, on aurait moins cher si on partait encore d'états séparés. On savait que de toute façon, il y avait malgré tout, finalement, voilà, c'était un projet qui se trouvait en plein centre-ville. On ne pouvait pas se permettre en fait de faire des plantages de délai. Il y a quand même malgré tout de l'ingénierie qui est adaptée. C'est vraiment voilà du travail dans la dentelle. Il y avait quand même en fait voilà, c'était assez, c'est très ouvrageux en fait comme projet. Et donc pour nous en fait, il fallait vraiment aussi que côté entreprise, on ait aussi toutes ces compétences et tout ce savoir-faire de la qualité d'entreprise pour pouvoir aussi compléter cette équipe, c'est-à-dire il y avait une équipe de maître d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, mais on devait aussi compléter avec l'équipe d'entreprise qui devait aussi apporter son expertise. Et donc là-dessus, on a consulté 4 entreprises. Et en fait, sur la base donc du coup du Pro DCE qui a été proposé donc du coup par la maîtrise d'œuvre. Et s'est posé en fait le sujet finalement de la surélévation. C'était que, pour revenir un tout petit peu sur ce schéma-là, en fait, la surélévation, donc vous voyez bien, en fait, on est passé d'un R+5 en fait, à R+9. La surélévation, donc, intuitivement et de la manière, en fait, comment la maîtrise d'œuvre l'a proposé, ça devait forcément, en fait, reposer sur la structure existante, comme vous le voyez, en fait, un peu sur ces images-là. Donc, en fait, vous avez vraiment tout un ensemble de poutres, mais assez énorme et en fait assez exceptionnel et en fait avec une structure malgré tout. Alors les dalles, elles sont relativement fines, mais par contre avec un nuage de poutres qui est assez exceptionnel. Donc du coup,
ça tombait sous le sens que finalement la surélévation allait reposer sur la structure existante en renforçant forcément les fondations de la structure existante, c'est-à-dire tout devait reposer finalement sur cet ensemble de poutres et sur cet ensemble finalement de poteaux. Et puis finalement, donc comme je vous disais, en fait, on consulte les entreprises. Et puis en fait, il y a l'entreprise, notamment Bouygues, Bouygues Habitat, qui nous propose en fait une variante sur la partie surélévation et qui nous dit, voilà, nous ce qu'on propose, c'est faire une surélévation, déjà on structure en hors site complètement, donc du coup 100% bois. Mais par contre, en fait, ce qu'ils ont proposé, c'était de dire, finalement, c'est une structure justement mixte bois-métal. Et en fait, c'était de, en aucun cas, venir se reposer sur la structure existante. En fait, la structure existante, finalement, elle n'a pas été touchée du tout, mais plutôt de recréer tout un squelette, finalement, de structure métallique qui vient complètement se fondre, finalement, sur les cloisons existantes, c'est-à-dire qui sont proposées justement sur la partie restructurée, de manière à ce que finalement, la surélévation, elle est complètement portée justement par un squelette totalement indépendant qui traverse complètement le bâtiment existant. Et surtout, en fait, c'était de se dire, finalement, en faisant ça, d'une part, on gagnait du temps, nous, parce que c'est du hors-site complètement, donc c'est-à-dire en fait, voilà, on est en CLT, donc plancher et mur totalement en CLT. Toute la structure porteuse, c'est de la structure métallique. Donc autant vous dire là-dessus, ce qu'on a gagné aussi, c'est de la surface, parce que du coup, la structure métallique, malgré tout, elle a quand même l'intérêt finalement d'avoir des sections beaucoup moins importantes. Et en plus de ça, en fait, on n'a même pas eu, alors bien sûr, comme vous le voyez sur cette image-là, en fait, il y a eu des créations de fondations spécifiques justement pour la structure qu'on ramenait. Mais par contre, en fait, c'était beaucoup moins ouvrageux que ce qui était proposé au départ. Et surtout, en fait, nous, ça nous a fait gagner du temps et ça nous a fait gagner aussi de la surface habitable, en fait, du coup, sur la surélévation. La surélévation, que je rappelle, en fait, finalement, c'était... En plus de ça, les logements, vous le verrez après sur les photos, les logements les meilleurs exposés. Et en fait, finalement, nous, c'était en termes d'approche qualitative, c'était vraiment la super réponse. Et là-dessus, en fait, c'était pareil. Là, on a été un peu déstabilisé parce que finalement, en fait, il y a eu une proposition d'une variante d'entreprise. Et donc, en concertation, pareil, avec la maîtrise d'œuvre, c'était de se dire, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, en fait, il y a eu tout un travail où, du coup, toute cette partie-là, elle a été repensée par la maîtrise d'œuvre, parce que nous, c'est pareil, en fait. Nous, on se positionne en tant que maître d'ouvrage, on tenait impérativement à ce que la maîtrise d'œuvre ait une mission complète. Parce qu'en fait, c'est malgré tout nos garants en termes de qualité de l'ouvrage et des logements, en fait, sur la finalité. Donc, c'était de dire, à un moment donné, nous, OK pour la variante, mais par contre, voilà, ça doit être vraiment en concertation permanente, en fait, avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, parce que malgré tout, c'est eux les garants par la suite pour se dire, si on fait ce choix constructif, si on fait ces orientations-là, si on va d'un côté ou d'un autre, en fait, nous, par contre, voilà, il y a les invariants, ça doit être toujours la qualité du logement. En fait, finalement, le produit final, à quoi il doit correspondre. Et donc là, il y a eu vraiment, donc là, c'est les images qui finalement font que, vous vous souvenez des premières photos que je vous ai montrées finalement de l'immeuble tel qu'il était au début, enfin, même moi qui peux des fois imaginer certains volumes, jamais j'aurais pensé que finalement le bâtiment en tant que tel pouvait finalement proposer une capacité de générer des logements avec des séquences dans lesquelles finalement en fait on pouvait aller chercher de la luminosité malgré la densité qui existait. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vous disais en fait de garder l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'était aussi cette garantie-là qui était assurée, c'est-à-dire que malgré tout la qualité des logements devait être toujours au rendez-vous.
Et ce qu'on a trouvé aussi très, très étonnant et surtout assez atypique, c'est que finalement, la restructuration lourde, qu'on parle d'un ouvrage surtout sur des friches telles que peuvent être des garages ou des hangars ou ce genre de choses, en fait, finalement, leur valeur intrinsèque, comme ce qu'on voit ici, en fait, des espèces de retombées de poutres qui arrivent à des instants ou des séquences finalement qu'on s'y attend pas. Voilà, c'est ce type de volumétrie. En fait, c'est finalement, ça en fait des logements uniques. Et on a trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, c'est ce qui change aussi de la construction neuve où des fois, en fait, on a l'impression finalement, tous les logements se ressemblent. Là, on a eu finalement aussi cette démonstration et cette chance de dire que en faisant finalement de la restructuration lourde, on arrive aussi en fait finalement à obtenir des volumétries et des séquences de bâtiments qui sont vraiment tout à fait atypiques. Et c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, c'est des logements qui font qu'en fait on peut les aménager différemment. On a une sorte un peu de voilà, c'est comme qu'on voilà, c'est comme qu'on a vraiment une sorte d'œuvre d'art qui est unique ou quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a vraiment le côté atypique qui est là, sans pour autant que ça soit des choses complètement incongrues ou où on ne peut pas y loger. Mais moi, j'étais assez, voilà, ça m'a vraiment, j'ai vraiment apprécié voilà, ces séquences, comme je vous dis, en fait, où on retrouve des espèces de retombées de poutres à des endroits complètement qui normalement ne devraient pas exister et qui n'existent pas dans la construction neuve. Mais ça permet finalement de se dire, on peut aménager différemment, on peut finalement avoir des volumétries, parce que là, en fait, il y avait des hauteurs de plafond qui étaient quand même aussi assez intéressantes. Et puis surtout, voilà, on se permet d'avoir des lumières assez étonnantes, parce qu'en fait, on a des volumes qui sont aussi très, très étonnants. Et donc ça, par exemple, l'image qu'on voit, c'est ce qui donne sur l'avenue Parmentier. Et c'est cette fameuse façade de garage qu'on voyait au départ et qui fait aujourd'hui office de double pot et clairement qui a une fonction. Alors certes, ça a permis de garder la façade existante, mais en fait, on lui a trouvé c'est-à-dire une utilité fonctionnelle, c'est qu'elle fait office vraiment de double pot par rapport à l'avenue Parmentier. Et donc, on a trouvé ça aussi hyper intéressant de se dire comment finalement un bâtiment, on arrive à lui trouver par sa volumétrie finalement des fonctionnalités qui au départ n'avaient pas cette vocation-là, mais au final, voilà, de par son changement d'usage, viennent finalement être une vraie plus-value. Et donc voilà, donc effectivement, c'est la question de la double pot. Là, c'est ce que j'expliquais, en fait, c'est cette question de la surélévation. Alors aujourd'hui, on se repose des questions de est-ce qu'on fait des surélévations, pas des surélévations, la densité, pas la densité. Mais c'est vrai qu'en fait aussi la surélévation, voilà, ça permet aussi d'avoir en fait des vues assez extraordinaires. En fait, cette notion qui est quand même assez importante de la lumière et la manière, en fait, aujourd'hui, comment on arrive à faire rentrer la lumière dans des logements qui défend, en fait, pour peu que le logement soit une petite typologie, finalement, voilà, cette notion de lumière, cette notion de vue apporte, en fait, toutes ces qualités qui viennent finalement, qui ont une valeur de notion de mètre carré, moi je dirais. C'est-à-dire, c'est pas tout de dire j'ai 30 mètres carrés, 60 mètres carrés, 70 mètres carrés, c'est vraiment aussi le tout qui fait qu'à un moment donné, il y a vraiment cette qualité de logement. Là, c'est quelques photos. En fait, c'est surtout sur la photo du coup de gauche. C'est finalement la volumétrie finale de ce qu'on voit par la suite, ce que ça donne. Donc, on reste sur ce que c'était au départ, c'est-à-dire finalement une volumétrie très, très imbriquée dans un îlot et dans un tissu urbain hyper dense. Mais en fait, voilà, c'est la capacité finalement dans un volume hyper dense d'aller chercher justement ces creux, ces séquences qui même, en fait, finalement, même s'il y a toute cette proximité, on arrive, tout en travaillant vraiment sur cette question de volumétrie, à aller capter la lumière
aller finalement à capter ces séquences qui permettent finalement de créer de la qualité d'usage, tout en finalement, voilà, on arrive à créer des balcons, on arrive à créer des espaces extérieurs, c'est-à-dire, voilà, quand on parle de faire du logement dans Paris, ça ne veut pas dire que forcément on fait du logement où on est vraiment dans du petit, où on n'a pas droit à l'espace extérieur. Non, on a aussi cette capacité-là finalement de pouvoir proposer ces espaces extérieurs. Alors bien sûr, on n'était pas en mesure finalement de proposer des espaces extérieurs à toutes les typologies parce qu'on a quand même la contrainte du volume existant. Et donc, pareil, du coup, il y a eu la volonté de faire du coup l'accès au toit terrasse comme étant vraiment un accès de convivialité. Et donc, en fait, on a fait aussi ce choix-là de faire une terrasse accessible, mais bien évidemment, en fait, une terrasse dans laquelle il y a une partie forcément qui est végétalisée, hein, parce que du coup, c'était aussi important pour nous, en fait, de s'inscrire aussi avec les ambitions de la ville de Paris. Et donc là, ce que vous voyez, en fait, tout le traitement en bois, forcément, c'est toute la tripaille technique. À un moment donné, en fait, il fallait aussi qu'on ait une approche urbaine et paysagère aussi de ce que pouvaient être en fait les toits parisiens. Et ce que je peux dire aussi, c'est que en fait, il faut savoir que dans ce projet-là, on s'est totalement inscrit, bien évidemment, dans toutes les orientations du plan climat de la ville de Paris. Donc voilà, donc en fait, on a respecté le plan climat de la ville de Paris, mais aussi en fait, tous les labels qui étaient demandés, notamment en fait par le bailleur social, dans le cadre forcément en fait de son agrément. Et donc voilà, donc en fait, on n'a pas, finalement, cette opération-là, elle a été aussi faite avec, je dirais, toutes les contraintes d'un projet de construction neuve, en fait. C'est-à-dire, c'est pas parce que du coup on était dans la restructuration lourde qu'on ne s'est pas soucié des sujets environnementaux, des sujets forcément de label, des sujets de qualité d'usage par rapport à un bailleur social qui avait aussi son cahier des charges. Et donc voilà, en fait, quand je parlais de séquences, c'est aussi ça, en fait, c'est ces volumétries qu'on arrive à obtenir dans le cadre finalement qu'on restructure des friches, c'est qu'on a des volumétries qui sont vraiment atypiques et qui, moi, en tout cas, moi, j'ai adoré parce que je trouve que ça fait vraiment des cachets assez exceptionnels. Et c'est comment, finalement, on arrive à trouver des subtilités, des moments, des endroits qui font que, finalement, ça fait des endroits qu'on n'arrive pas vraiment finalement à oublier parce qu'on a trouvé que justement c'était atypique. Et je pense que justement qu'on arrive à créer aussi ces espaces. C'est important parce qu'en fait, il faut savoir que ça reste une opération mixte dans laquelle en fait il y a 60% de logements sociaux et il y a 40% en fait de logements qui sont libres. C'est aussi le vivre ensemble. Et donc les espaces communs en fait, ils avaient aussi en fait une résonance chez nous, une considération chez nous aussi très très importante. Donc pour nous, les espaces aussi communs, ils étaient tout aussi importants que les espaces privés, parce que c'est aussi des lieux sur lesquels en fait voilà, les gens sont amenés à vivre ensemble, les gens sont amenés finalement aussi à entretenir ce bâtiment-là et aussi à être vraiment ravis d'y vivre. Donc d'où ce côté. Même si aujourd'hui c'est un peu galvaudé de dire en fait on crée des endroits où les gens sont amenés à vivre ensemble. Mais là, en fait, voilà, il fallait que ça soit dans cet espace-là qui de toute façon avait ses qualités intrinsèques. Et donc c'était à nous de trouver la manière comment on le sublime pour que finalement les gens s'approprient vraiment ce bâtiment, on soit fiers, on le trouve beau déjà, pour pouvoir se dire voilà, on aime bien y vivre et donc on l'entretient et donc du coup on y est bien. Donc ça, c'est vraiment la petite. Je trouvais que c'était assez intéressant de montrer parce que, et en plus, il n'y a vraiment pas du tout de montage ni quoi que ce soit. Il y a vraiment l'image de concours en 2017. Donc c'est vraiment sur cette image-là et sur ce projet qui nous a été présenté par l'équipe de maîtrise d'œuvre qu'on avait retenu, donc du coup l'équipe en 2017. Et le projet livré. Et donc ça, c'est sûr qu'en fait, pour nous, c'est en tant que maître d'ouvrage, en fait, c'est toujours une fierté de se dire finalement, on a été fidèle et on a tenu notre promesse par rapport entre ce qu'on avait imaginé au départ et finalement le résultat. Et clairement, ça a été possible uniquement, en tout cas parce qu'il y a eu toujours un dialogue entre l'équipe de maîtrise d'ouvrage, l'équipe de maîtrise d'œuvre, l'entreprise.
Et avec la ville, hein, enfin la ville qui a été aussi énormément à l'écoute, qui nous a aussi voilà, fait plusieurs propositions, qui nous a aussi challengé hein, sur la manière en fait comment on a abordé les choses. Et donc, ça, c'est aussi, voilà, c'est aussi une fierté de se dire, bah, finalement, on est au rendez-vous de ce qu'on a promis et on n'a pas défiguré le projet. Et finalement, le modèle économique tel qu'on l'avait imaginé au départ, bah, finalement aussi, il a tenu ses promesses. On n'est pas venu dégrader les choses. Je rappelle que c'est une commande privée, hein, donc, enfin, voilà, on aurait pu se dire, c'est une commande de logement social, donc, finalement, enfin, il y a toujours dans l'esprit, en fait, qu'on peut toujours avoir les moyens, mais non, c'était une commande privée. On avait un budget défini. On a acheté à un prix bien défini. Donc, on avait aussi cette grosse contrainte économique. Mais tant que c'est pensé au départ et tant que ça a pris le temps d'être bien pensé au départ, enfin, je pense qu'on peut être au rendez-vous de nos promesses. Encore faut-il voilà, avoir la conviction d'aller jusqu'au bout. Et donc ça, c'est un peu aussi pour montrer ce qu'était le bâtiment avant, là où nous, on ne lui a trouvé aucun cachet, et franchement, je le trouvais particulièrement moche et sans intérêt, bah, finalement, comment ces valeurs intrinsèques et un peu cette espèce de linéaire, de façade, de vitrage, bah, finalement, bah, on a gardé l'histoire de ce projet-là, on a gardé l'histoire de ce bâtiment. Et au contraire, en fait, on lui a redonné une deuxième vie, on est revenu le sublimer. Donc ça aussi, c'était un challenge et en fait, on en est relativement fiers. Et je pense que je suis vraiment quasi sur la fin. Là, c'est un peu pour montrer. Bah, là, c'était le jour où en fait, on a coupé le ruban. Et donc là, c'est vraiment toute l'équipe. Donc du coup, il y avait l'entreprise, l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc du coup avec Witeki, le bailleur social. Notre notaire, hein, parce que du coup, il y a eu tout un montage juridique assez aussi innovant, hein, parce qu'on a fait aussi un peu d'innovation juridico-financière en fait sur cet ouvrage. Et donc, voilà, donc effectivement, ce projet-là, c'est aussi le fruit vraiment d'une réflexion et d'une intelligence collective et qui fait que finalement, le résultat, enfin, je pense qu'on en était tous fiers parce que finalement, je pense qu'on avait tous envie de réaliser ce projet-là, mais en fait, on avait surtout tous la même feuille de départ qui était de se dire, bah, finalement, on se donne les moyens de faire une opération assez emblématique, mais sur lequel, en fait, on avait aussi nos convictions de départ. Et pour en finir, en fait, je reviens sur la question du dépôt du permis et la durée, en fait, du permis. Étant sur Paris, on soupçonnait malgré tout, en fait, un recours. Et vu que l'ouvrage, en fait, représentait à peu près 6000 mètres carrés de surface, le garage, en fait, on s'est aussi rapproché de la ville de Paris pour voir dans quelle mesure, pendant ce qu'on appelle au fait aujourd'hui la période intercalaire, de pouvoir faire de l'occupation temporaire, et notamment centre d'hébergement d'urgence. Et vu qu'on a eu un recours qui a duré quand même relativement longtemps, pratiquement 2 ans et demi, en fait, pendant toute la période intercalaire, en fait, ce bâtiment a servi aussi de centre d'hébergement d'urgence pour accueillir à peu près 190 personnes. Et donc, voilà, donc pour dire que aussi un bâtiment existant, son recyclage, il est aussi, même pendant ces périodes intercalaires. Et donc, en fait, il peut avoir aussi une vie intermédiaire, une deuxième vie à terme, il peut aussi avoir sa vie intermédiaire. Et donc voilà, donc aussi on a beaucoup appris sur aussi la manière, en fait, finalement, comment faire du recyclage urbain et comment justement traiter ces périodes temporaires sur lesquelles, en fait, voilà, ça nous permet aussi de raisonner à l'échelle des villes, à raisonner à l'échelle des problématiques des villes. Et donc voilà, donc pour nous, ça a été vraiment une opération relativement exemplaire à tout point de vue. Donc, je pense que j'ai un peu fait, je pense que j'ai terminé. Alors, merci beaucoup, Sonia. Alors, c'est vrai que quand on voit les deux images avant-après, notamment, on comprend Ouais. que vous avez révélé les qualités du bâtiment qui n'étaient pas immédiates. Et cette question d'occupation temporaire, on l'a découverte lors une précédente capsule, où finalement, dans certains programmes, les occupations temporaires vont aider à définir le programme futur. Donc, Oui. c'est un peu ce que vous avez fait, puisque l'occupation temporaire, c'était de l'habitation, et que votre projet est devenu de l'habitation. En tout cas, bravo pour… alors, moi, je ne sais pas s'il y a des questions, mais moi, j'en ai une première, parce que j'ai compris que
vous aviez intégré beaucoup la ville dans le process, notamment la commission du Vieux-Paris, Bruno Lambert Oui. dans le jury. Mais la ville, je comprends, n'a pas été finalement, c'était vraiment volontaire de votre part de mettre en valeur ce bâtiment. La ville n'avait pas de demande particulière de mise en valeur de ce patrimoine même moderne. Pas du tout. C'est Pas vraiment. du tout, en fait. Alors, en fait, du coup, Céline, il faut rappeler, on était en fin 2016-2017. Et si vous voulez, en fait, les sujets où automatiquement on parlait de recyclage urbain, c'était pas le réflexe qui était immédiat, en fait. C'est-à-dire, là, la ville de Paris, nous, on les a surtout questionnés sur la notion de densité, en fait. Parce qu'en fait, très rapidement, on est parti les voir pour leur dire, franchement, là, si vous voulez faire 60% de logements sociaux, il y a quand même, en fait, des équations économiques. Il va falloir imaginer, en tout cas, à cet endroit-là, on ne sait pas comment, mais il va falloir imaginer un peu plus de 4000 mètres carrés. Donc, en fait, nous, on voulait vraiment les questionner au départ pour leur dire, est-ce que la densité, vous l'avez intégrée sur ce front bâti qui est l'avenue Parmentier? Et en fait, si vous voyez l'avenue Parmentier, c'est vraiment un skyline assez particulier. Enfin, il y a énormément de dents creuses. Vous avez à un moment donné des immeubles à R+9. Donc, en fait, nous, on voulait s'assurer que en tout cas dans leur approche urbaine, ça ne les dérangeait pas de repartir sur une densité qui était plus importante quelque part, parce que là, on voit, c'est du R+5, mais en fait, ça s'étale sur toute l'emprise, mais on voulait s'assurer qu'en fait, ça n'allait pas les choquer d'être sur une densité plus importante. Et là-dessus, ils nous ont dit non, mais donc c'est pour ça qu'ils nous ont dit, par contre, intégrer peut-être aussi la possibilité de faire une restructuration lourde, parce que peut-être c'est aussi la bonne réponse. Mais ils ne nous ont pas dit d'office. En fait, en tout cas, ils ne sont pas venus avec un prisme en nous disant, nous, d'office, en fait, il faut faire du recyclage urbain. Ils nous ont juste dit, la densité, il n'y a pas de souci, on y adhère. On avait fait une réunion, à l'époque, on n'avait même pas d'étude de faisabilité. On avait fait une première réunion avec la mairie du 11e pour s'assurer réellement de la question de la densité. Et après, ils nous ont dit, écoutez, après tout, ils étaient conscients que c'était une commande privée, une approche privée. Il y a les 60% de logements sociaux de toute façon qu'il fallait respecter. Donc, à partir de là, en fait, ils nous ont dit faites comme vous voulez. Mais j'insiste par contre sur le fait qu'on s'est quand même retrouvé sur des sujets. Alors là, entre-temps, le PLU, il a changé, mais on s'est vraiment retrouvé qu'on a retenu le projet lauréat. Il y avait la ville de Paris avec nous. Il y avait vraiment des questions sur l'interprétation du PLU. Parce qu'il y avait vraiment cette question où là où on démolissait les rampes, là où allait se retrouver le mur, on va dire, en prospect, il était vraiment à 4 mètres. Et là, on se disait, oui, mais du coup, on modifie l'ouvrage parce qu'en fait, on ne s'applique pas les règles du PLU dès lors où en fait, on ne dégrade pas la situation existante. Mais dès qu'on intervient dessus, se poser la question, qu'est-ce qu'on fait en fait? Finalement, on intervient, du coup, est-ce qu'on respecte les questions de prospect conformément à ce qui est prévu dans la construction neuve? Est-ce qu'on ne respecte pas? Et en fait, on a eu vraiment… et là, pour la peine, on a discuté avec le service juridique de la ville de Paris. Donc, en fait, on a vraiment… on a un tout petit peu essuyé les plâtres sur certains sujets dans lesquels le PLU, c'était vraiment sujet à interprétation. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. En fait, on a eu un recours sur un sujet d'interprétation du PLU. Clairement, le recours a porté sur cette question de prospect qu'il fallait, vu qu'on était en fait, il y avait une distance à respecter minimum qui était de 6 mètres. Nous, on ne l'a pas respectée parce que du coup, elle était de 4 mètres et ça n'a pas loupé. On s'est pris un recours sur ce sujet-là qu'on a balayé d'un revers de main parce que heureusement qu'on l'avait anticipé. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les PLU, quand ils ne sont pas pensés restructuration lourde, c'est quand même des boulevards pour les recours. Il faut aussi aujourd'hui en avoir conscience que sur certaines collectivités où vraiment les PLU sont pensés construction neuve, qu'on attaque sur des projets de réa, il vaudrait mieux quand même s'assurer qu'il n'y a pas des trous d'interprétation et qu'effectivement, des audits juridiques sont quand même relativement importants là-dessus. Nous, on l'a appris avec ça. Restructuration, en fait, on a compris que vous avez eu finalement 2 phases d'audit et de diagnostic. Une première phase assez importante, et c'est bien que vous l'ayez intégrée en donnant finalement tous les éléments de l'existant aux concurrents du concours. Mais aussi une deuxième phase, j'ai compris en fait en début de chantier avec la solution variante de l'entreprise, c'est-à-dire que finalement là, vous avez intégré un nouvel acteur
dans le projet qui était l'entreprise. Et ce que je comprends qui a été très positif, c'est que finalement, vous avez tous travaillé main dans la main pour gérer ces questions de structure qui sont évidemment importantes, parce qu'à partir des années 57, vous avez vidé des fils dalles. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais on imagine bien que c'est compliqué. Ah, mais je pense que les dalles, elles faisaient 10 cm d'épaisseur. Voilà, avec des portées, avec des résistances au feu, des portées de 15 mètres et des choses qui sont compliquées. Et donc là, en fait, finalement, l'architecte, il a dû reprendre son projet, entre guillemets, dans la phase, dans les phases pré-exécution, et avec l'entreprise. Et c'est aussi ça qui a permis, j'ai compris, en plus, non seulement une optimisation du projet, mais finalement une amélioration des prestations. Ce que vous nous expliquiez sur les mesures extérieures, par exemple, sur le traitement de certains espaces. Oui, en fait, vous faites bien de parler de ce sujet-là parce qu'en fait, justement, avec la proposition qui a été faite par l'entreprise, en fait, nous, finalement, ça nous a fait un gain économique. En fait, la variante, elle nous faisait gagner, finalement, on avait une vraie moins-value. Notamment parce qu'en fait, on générait plus de surface sur la partie qui était en surélévation, qui était du coup la partie qu'on vendait en libre. Et en fait, nous, cette moins-value, elle nous a permis finalement d'être au rendez-vous de nos engagements et c'est ça qui a fait que finalement, on n'a pas aussi dégradé la façade. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les économies qu'on a trouvées dans le cadre finalement, de cette optimisation qui avait du sens en fait et qui était, je ne dis pas que la proposition technique qui avait été imaginée par le bureau d'études n'était pas fiable, c'était une idée parmi tant d'autres, mais finalement, la proposition technique qu'a portée l'entreprise, elle était beaucoup plus pertinente et surtout, elle générait en fait un gain, mais ce gain-là que nous, on a mis au profit finalement de toutes nos ambitions qu'on avait sur la façade. Vous avez vu en fait finalement finalement la qualité des portes-fenêtres qu'on a maintenues. Enfin, tout est en parquet, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, parce que vous doutez bien, dans chaque chantier, en fait, on s'est pris des à-coups. Enfin, voilà, je vous passe les détails, en fait, un peu des surprises qu'on a eues. Mais en fait, c'est aussi ça, en fait, c'est de se dire, finalement, l'entreprise, elle est venue apporter des optimisations qui nous a permis, au final, de tenir toutes nos promesses en termes de prestations, de qualité et pas venir dégrader. Donc, et c'est en ça que je pense aussi pourquoi la maîtrise d'œuvre, elle a été aussi dans cette démarche d'écoute de dire on va opter pour ça parce qu'en fait, c'était au profit du projet, c'est-à-dire les économies, c'était pas uniquement pour se dire finalement ça va faire augmenter la marge de l'opérateur. Non, nous on disait, enfin nous si c'est ça, parce que forcément, vous doutez bien qu'on avait un budget. Quand les entreprises elles ont répondu, pour la majorité, en fait, on était au-dessus du budget. Et donc, du coup, il y avait une liste. Voilà, forcément, les revêtements de sol, on les change. Enfin, les trucs que nous, on déteste voir d'ailleurs. C'est-à-dire, il va falloir revoir les équipements sanitaires. Enfin, du coup, on se dit, mais bon, franchement, c'est la liste qu'on a l'habitude de voir à chaque fois. Et donc là, on trouvait que c'était intelligent parce que c'était de dire, on intervient fondamentalement sur la structure. Ça fait gagner des surfaces, on gagne du temps, il y a des économies à faire. Et en plus de ça, en fait, finalement, ça permet de ne pas dégrader tout le volet qualitatif d'un logement, qui au final, c'est ce qu'on voit à la fin, en fait. Finalement, la qualité du logement, c'est ce qu'on retient à la fin. Et nous, on n'avait pas envie de se dire, on va commencer à dégrader toutes les prestations. Le jour de l'inauguration, on sera un peu... ce ne sera pas à l'échelle de ce qu'on a, de tout ce qu'on aura. Enfin, c'est un peu toujours ça, la déception. Des fois, on est là en train de faire des économies de bout de chandelle sur des prestations, alors qu'on se dit, sincèrement, au final, il n'y a que ça qui se voit. Et en fait, on est un peu déçu, alors que le travail a été colossal. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'entreprise. Alors, on a eu le temps aussi, on a eu le temps de bosser, parce que, comme je vous disais, vu qu'il y a eu un recours et que nous, on ne s'est jamais arrêté, en fait, on a consulté pendant les recours et tout, on a eu le temps de faire toute cette phase de mise au point technique avec l'entreprise pour s'assurer qu'en tout cas aussi, sa proposition tenait la route jusqu'au bout, parce que vous savez comment c'est, en fait, on fait une proposition de variante, au final, on signe, et au final, peut-être la variante, elle ne fonctionne pas. Là, on avait fait une tranche ferme, en fait, pour toute la partie mise au point technique. Et si la mise au point technique en fait était validée, effectivement, on validait la tranche. Finalement, on affermissait en fait le marché pour se dire en fait, on va jusqu'au bout de l'histoire. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais levez la main si vous en avez. Moi, j'en avais une puisque en fait, on dit 60% de logement social. En fait, il y a un seul noyau. On comprend que le bâtiment il fonctionne par 2 niveaux, mais un seul noyau et donc des surfaces communes
c'est donc du social diffus. Les surfaces communes, c'est toutes les surfaces communes, aussi bien la toiture accessible Oui. que le rez-de-chaussée, etc. Et ça, c'était d'emblée dans le projet. Enfin, oui, c'était d'emblée dans le projet. Oui. C'est très vertueux d'arriver à ce résultat-là, parce que finalement, et on voit que l'extension de qualité de prestation, vous l'avez aussi appliquée aux logements sociaux, pas que aux logements privatisés, à l'ensemble de l'immeuble. Donc finalement, à la fois la prestation supplémentaire et les qualités des surfaces communes que vous avez pu trouver, elles bénéficient autant au logement social qu'au logement d'accession. Oui, totalement. Après, pour nous, c'est comme ça qu'aussi les projets sur le long terme continuent à bien vivre, et la démarche du vivre ensemble aussi, il avait tout son sens. Et en plus, voilà, pour moi, en tout cas, la mixité sociale, elle se fait vraiment dans ce cadre-là, dans le cadre où, en fait, finalement, il n'y a pas un niveau dédié pour le social et un niveau dédié pour la propriété libre. Et puis, je pense que c'est aussi pour ça aussi qu'on a eu aussi l'adhésion de la ville assez rapidement. Enfin, du coup, c'est un tout, c'est-à-dire c'est tenir compte aussi d'une politique de ville, d'une volonté, en tout cas, des engagements aussi de la ville. Donc, je pense que c'est aussi pour ça, en fait, qu'on a eu aussi la collectivité qui nous a accompagnés dans le projet, parce qu'en fait, on faisait aussi un projet qui répondait aussi à leur sujet de comment finalement faire aussi des quartiers mixtes en termes finalement de population, en termes d'usage. Donc, pour nous, c'était important. Et puis, en soi, on savait que là, pour la peine, tant que les logements étaient qualitatifs et tant que les logements, finalement, comme on dit à chaque fois, la situation, on s'est dit, c'est pas parce que sur le palier, il y a un logement social que, à un moment donné, il va y avoir un à-coup sur la commercialisation ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, franchement, là-dessus, on ne s'est jamais fait peur. Et même sur l'occupation temporaire, en fait, on ne s'est jamais fait peur là-dessus. On ne s'est jamais dit, si on met à disposition le bâtiment à une association, le jour où il va falloir dégainer le chantier, on va se retrouver en période hivernale, ils vont peut-être nous dire il y a la trêve. Enfin, là-dessus, en fait, on a vraiment fait confiance, on s'est dit, on a très très bien travaillé avec l'association, on ne s'est pas fait peur sur un risque. On s'est dit à un moment donné, je pense que personne n'a envie de faire un contre-exemple et personne n'a envie de prendre ce risque-là. Donc, et l'association, elle a été très bien, mais voilà, je pense que des fois, voilà, il ne faut pas trop se faire peur sur des idées qui finalement ne sont pas. Alors, toujours pas de questions, je ne vois pas de questions. Alors moi, j'en avais encore une. Alors, c'était quand même une vraie expérience de transformation. Transformer du parking en logement, c'est encore plus compliqué que de transformer du bureau en logement. Ouais. Comment est-ce que pour vous, c'était une expérience qui a transformé votre manière d'aborder votre métier de maître d'ouvrage, la manière dont vous confiez les missions à la maîtrise d'œuvre, puisque c'est un sujet sur lequel, chez nous, on va se poser avec le renouveau du label fer. Dites-nous-en quelque chose, peut-être. Du coup, oui, nous, clairement, en fait, ça nous a quand même. On a changé un peu de point de vue. Déjà, aujourd'hui, ce projet-là, nous, déjà, il nous a permis de nous développer, parce qu'on était très franciliens, en fait. Nous, ça nous a permis de nous développer en région. Déjà, ça a été, pour être vraiment honnête, on l'avait même pas anticipé réellement. En fait, c'était pas dans cette démarche-là qu'on le faisait, mais c'était de dire en fait notre capacité de finalement de transformer des friches en usage avec un modèle économique qui tourne. Nous, ça nous a permis de développer. En fait, suite à ça, on a développé un projet similaire à Reims, un projet similaire à Bordeaux, à Marseille. Du coup, ça nous a quand même ouvert sur des métropoles, là où, si vous voulez, en fait, et sur des mêmes sujets, des friches complètement à requalifier, pas du tout des sujets de bureau. Et donc, ça a été quand même, sans l'avoir anticipé, vraiment un véritable outil de développement et de rayonnement en région. Sachant que, en région, on n'est pas sur les mêmes kilomètres carrés. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'en région, il y avait beaucoup plus d'opportunités qu'en Île-de-France. Donc, en fait, on a jeté notre dévolu un peu plus en région qu'en Île-de-France, sachant que voilà, il y a peu d'acteurs aussi sur ces thématiques-là. Donc, en fait, nous, ça nous a ouvert un peu nos chakras par rapport à ça. Et puis, ça, c'est vraiment sur ce qu'a pu apporter ce projet-là, sur la manière aujourd'hui comment on revoit les bâtiments.
et comment finalement on arrive à y croire sur certains bâtiments que quand on visite, on se dit il y a du potentiel. En fait, on change notre prisme. Enfin, moi, en tout cas, je change complètement de regard et j'essaye de voir différemment les ouvrages. Et après, là où, par exemple, ce qu'on a fait sur l'opération de Parmentier et ce que je ne referai plus, c'est de me dire, en fait, à un moment donné, je ne consulterai plus sur la phase pro des CE. En fait, on a fait d'autres opérations par la suite. En fait, on a vraiment consulté sur la base d'un APD++, parce qu'en fait, on s'est dit, c'est quand même intéressant d'intégrer finalement en fait, les idées et l'intelligence, on va dire, un peu qu'a pu développer finalement en fait une entreprise sur surtout ces sujets en fait de restructuration lourde. Enfin, parce que c'est vraiment chaque entreprise aussi a une manière de voir les choses qui est totalement différente. Donc du coup, il y a une forme vraiment de savoir-faire. Et nous, on s'est dit, c'est quand même un peu dommage en tout cas sur Parmentier, on a trouvé un peu dommage d'avoir perdu un peu de temps parce que on aurait pu vraiment se dire, finalement, le temps, on l'avait, hein, parce que comme je vous disais, en fait, on avait un recours. Mais sur d'autres opérations, nous, voilà, on a consulté sur vraiment la phase APD++, parce qu'en fait, les entreprises, elles viennent, on devient comme sur un dialogue compétitif et en fait, sur une base de PMG, en fait. Donc, pour moi, je trouve qu'il faut vraiment parler à trois assez rapidement, qu'on est en restructuration lourde. Alors, comme vous dites, de bureau en logement, on est plutôt sur des sujets, je ne dis pas faciles, mais en tout cas un peu plus évidents. Mais quand on est vraiment sur des grosses friches comme ça, il y a vraiment des sujets de mise en œuvre qui, pour moi, de l'entreprise, deviennent vraiment des éléments de conception. Donc, c'est pas que de la technique. Pour moi, ça rentre complètement dans une dimension de conception qui doit être pensée avec la maîtrise d'œuvre assez tôt, en fait. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, les enjeux auxquels on est confronté nécessitent que toutes les intelligences et les forces soient réunies. Et alors, peut-être une petite question personnelle pour conclure, parce qu'on a 3 minutes, pour dire, est-ce que vous êtes maître d'ouvrage, mais finalement, vous êtes architecte? Et est-ce que le fait que vous soyez architecte a joué, enfin, quand on vous entend présenter le projet, vous le faites autant en tant qu'architecte qu'en tant que maître d'ouvrage. Et donc, du coup, c'est un atout d'être architecte quand on est maître d'ouvrage. Ah oui, oui, totalement. Ah, mais complètement. Mais en fait, et même en plus de ça, je peux vous garantir que la manière comment on est entendu et on est écouté, c'est pas la même chose en fait. Je pense que quand déjà on se présente, ne serait-ce que face à un élu, face à une collectivité, face à un ABF, et qu'on dit qu'à la base, on est quand même architecte, je pense que déjà, le dialogue, il est déjà posé différemment parce que, en fait… on est la même langue. Oui, et puis il y a le même souci malgré tout. Je dirais pas que il y a quand même le souci de se dire on est aussi là pour garantir une forme d'harmonie, on est aussi là en fait pour faire un ouvrage qui est quand même là pour durer dans le temps. On a une action qui impacte, on n'est pas juste là pour faire un bas de page qui fait plaisir à tout le monde. Et puis moi, en fait, en toute honnêteté, je n'assumerai pas quelque chose de moche. Hein. Franchement, il y a quand même un sujet de se dire on a envie de bosser sur des choses qui nous plaisent avant tout. Et donc, je pense, oui, ça apporte énormément. Et puis, du coup, ça facilite beaucoup le dialogue, hein, en fait, quand vous êtes avec une équipe de maîtrise d'œuvre. Enfin, vous connaissez en plus de ça. Je suis passée aussi par les agences d'architecture, donc je sais ce que c'est aussi une problématique d'une agence. Enfin voilà, du temps long, des fois du temps de réflexion qui est nécessaire. C'est pas juste comme ça. Les idées peuvent pas venir comme ça. Il y a aussi besoin à un moment donné de réfléchir les choses, de les repenser. Donc je pense que ça facilite beaucoup le dialogue en fait. Ça facilite beaucoup le dialogue parce que finalement, on arrive aussi à se mettre à la place de l'autre. Donc, oui, je pense que c'est vraiment un atout. Mais d'avoir des architectes dans tout, on va dire, sur toute la chaîne de valeur, je pense que c'est hyper important. Alors, merci beaucoup de cette belle présentation. Alors, j'en profite pour rappeler que le prix AMO se termine le 30 juin, c'est bientôt. Ouais. Là, ce projet a illustré une belle métamorphose. Si les architectes nous écoutent, ils ont des beaux projets qui n'ont pas encore candidaté. C'est le moment de le faire. Donc, faites-le, mettez-vous sur le site et c'est pas si compliqué que ça de candidater. Et puis, notre prochaine capsule sera animée par Franck Douté. Je crois que la date, c'est le 2 juillet, mais ça reste à confirmer, notamment aussi
le thème. En tout cas, merci beaucoup Sonia. C'était pas Bien, merci. d'avoir le Plaisir. regard d'un maître d'ouvrage et son approche sur un projet aussi compliqué. Et je suis disponible hein, s'il y a d'autres questions, en tout cas ultérieurement, je suis tout à fait disponible et avec grand plaisir pour échanger. Très bien. Et merci à tous et à la prochaine capsule. À bientôt, au revoir. Bientôt. Merci.